Vous insistez sur l'importance de faire des paradis fiscaux un débat public, nos représentants étant complaisants visiblement, par où commencer, nous, citoyens? Ah, ça c'est très intéressant. En fait, déjà la question des paradis fiscaux, elle est intéressante parce que on est face à deux régimes. D'une part, les choses changent, là, mais pendant longtemps, on se faisait dire les paradis fiscaux c'est compliqué, c'est une affaire de spécialistes, c'est opaque, ça nous intéresse à moitié, ça se passe au loin, on n'y comprend rien, on les connaît pas, puis bon, à la rigueur, dérangez-nous pas, quoi. Et en même temps, les paradis fiscaux sont omniprésents dans un type spécifique de production culturelle qui est le divertissement de masse. C'est-à-dire que les films d'Hollywood, la bande dessinée belge, les romans de guerre de la côte est américaine fourmillent de références offshore. Continuellement, il est question des Bahamas, de la Suisse, du Luxembourg, des Bermudes, des Caïmans, par rapport à une variété de cas concernant effectivement le recours qu'on observe historiquement aux paradis fiscaux. C'est-à-dire pas seulement l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, mais également du blanchiment d'argent, de la corruption politique, du trafic d'armes, toute la traite des prostituées qui est au centre de certaines intrigues, la question du trafic des diamants en temps de guerre, toutes les questions concernant le recours aux paradis fiscaux, les faux procès, des questions très très précises, le prix de transfert, se retrouvent dans un film ou un autre, développé non seulement explicitement et clairement, mais également d'une manière centrale dans les intrigues. Parce que parfois, là, la référence offshore, là, elle détermine une intrigue, elle est même la clé de compréhension de l'intrigue. Et dans des films de série B, qui peuvent être très mauvais du reste. Mais pourquoi? C'est parce que les producteurs d'Hollywood, qui n'ont pas un respect particulier pour leur public, là, souvent, ont compris que s'ils ne se référaient pas aux paradis fiscaux dans leurs intrigues, celle-ci ne serait pas crédible. C'est-à-dire qu'on ne croirait pas un baron de la drogue si on ne lui donnait pas accès à des comptes à numéros dans un paradis fiscal. Si on le montrait se promenant avec des mallettes de billets là, pleines de coupures, on ne le prendrait pas au sérieux. Parce qu'intuitivement, on a une connaissance certaine, bien qu'implicite, des paradis fiscaux. Et le cinéma révèle cet état de conscience. Encore une fois, parce que si on ne se référait pas aux paradis fiscaux dans les intrigues, on ne serait pas persuasif. Bon. Alors, on peut partir de là. Je veux dire, au fond, les paradis fiscaux, on les connaît. On les connaît, la preuve, Hollywood nous le rappelle tous les jours. On les connaît. Maintenant, on n'est pas habitué à en manier les références. On n'a pas assimilé cette connaissance-là sur le plan de l'acuité intellectuelle, là, pour consciemment, sciemment, dans le débat public, s'y référer aussi souvent qu'on pourrait. Mais c'est un exercice qu'on peut tout à fait faire. Je pense qu'un des premiers pas pour marquer des avancées historiques dans la lutte aux paradis fiscaux et aux législations de complaisance serait, dans tous les domaines d'activité concernés par eux, il y en a, inscrire la question des paradis fiscaux dans les plateformes de revendication de différents groupes. C'est-à-dire que dans le domaine de l'économie locale, la culture, la recherche, la solidarité internationale, la lutte à la pauvreté, la reddition des comptes, quel que soit le domaine où on est actif, quel que soit le domaine dans lequel on se sent particulièrement concerné, il y a lieu de développer un argumentaire quant à l'impact des paradis fiscaux dans le dit secteur. Et le jour où plus personne ne parlera spécifiquement des paradis fiscaux comme un sujet général comptant dans une liste de problèmes, là, l'environnement, là, l'éducation, et ainsi de suite, mais le jour où on verra que les paradis fiscaux constituent un problème transversal à toutes les sphères de la vie publique, et que dans toutes ces sphères-là, on intégrera le problème et on cherchera des solutions quant à la façon spécifique dont le problème affecte les gens concernés, nous avancerons. Parce que j'ai la conviction que quand l'État nous dit qu'il n'a plus d'argent pour l'éducation, plus d'argent pour la culture, plus d'argent pour l'aménagement du territoire, plus d'argent pour la lutte à la pauvreté, ainsi de suite, il prive la majorité des citoyens, des travailleurs, à des fonds de nature publique qui favorisent le développement du vivre ensemble. Et
le diagnostic qu'on peut faire de ce problème lié au détournement des capitaux et à la soustraction d'un certain nombre d'entités aux règles de droit dans une démocratie ou une législation traditionnelle, l'analyse et le diagnostic qu'on peut faire de ce problème-là varie selon qu'on est dans le domaine de la culture ou de l'économie locale ou de la solidarité internationale, quoi. Et on peut en appeler en fait à une diversité des points de vue sur ce débat-là, de façon à ce qu'on avance. Mais la pire chose qui puisse arriver aujourd'hui, c'est qu'on évite de parler des paradis fiscaux parce qu'on a l'impression qu'ils nous échappent, qu'on n'y comprend rien et qu'on n'a pas la connaissance suffisante pour en traiter. L'idée, c'est d'arriver à un stade de conscience où on sait qu'il ne s'agit pas simplement de demander plus d'argent aux instances publiques, mais d'exiger d'elles qu'elles se donnent elles-mêmes les revenus dont elles ont besoin pour financer adéquatement le service public. Ouais. L'idée, c'est de le faire dans tous les secteurs d'activité. Moi, je rêve du jour où un artiste, quand il recevra un trophée, il ira d'un discours sur les paradis fiscaux, pour une fois, là, plutôt que de remercier strictement son agent et ses amis, pour marquer le coup en disant, bon, au fond, si le cinéma, si le théâtre, si les institutions littéraires, par exemple, souffrent de sous-financement, c'est pas parce que l'État n'a pas d'argent, c'est parce que l'État ne se donne pas les moyens de financer adéquatement ces institutions publiques-là. Et même chose dans le domaine de l'économie locale, là, qui suppose des chambres de commerce régionales avec une toute autre perspective sur le monde et qui suppose un autre discours, et après, parlant ensuite de toute la question de la santé publique, ainsi de suite. Bon. Et donc, si on peut faire face à cette variété de discours-là, c'est comme si on cernera le pouvoir. Et on l'obligera au moins à tenir compte de notre état de conscience du phénomène. Alors qu'aujourd'hui, en laissant 2-3 acteurs, au fond, tenir le phare par rapport à cette question-là, on donne l'impression que c'est une question parmi d'autres, alors que c'est une question transversale. En fait, ce qui serait intéressant, c'est que de manière fragmentaire, les groupes se récupèrent des grandes questions plutôt que de s'en tenir à une approche lobbyiste.